Voilà. Ok, regardons d'où vient le financement de la protection sociale dans son ensemble en France en 2017. Sur les 779 milliards que représente cette protection sociale selon l'adresse, 33% vient des cotisations payées par les entreprises, c'est la partie du salaire brut que tu ne vois pas sur la fiche de paie, le salaire super brut ou le salaire total. 13% vient des cotisations payées par les employés, c'est la partie brute du salaire qui est sur la fiche de paie cette fois. Ensuite, il y a encore 13% qui vient de la contribution sociale généralisée, la CSG, c'est un prélèvement qui impacte les salaires, les revenus du patrimoine, les plus-values financières, les retraites et les indemnités chômage. Tiens, mais ça puerait pas un peu du slip, ça? Tu veux financer une protection sociale qui aide en partie les retraités et les chômeurs, et tu leur prélèves un truc. Et oui, c'est un peu le problème de la CSG, c'est en partie un moyen d'organiser des transferts au sein même de la protection sociale, donc de prendre aux retraités et aux chômeurs pour donner aux autres. Ou dit autrement, c'est un moyen de moins augmenter les revenus de la protection sociale que si on passait par des cotisations. Ah putain, je le savais. Ensuite, il y a 12% qui vient des contributions publiques. Alors là, en gros, c'est l'État qui va chercher dans sa propre tirelire pour financer ce qui manque. Donc ici, deux options. Soit ça vient d'autres impôts et taxes comme la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, tout ça. Soit ça vient des marchés financiers, donc c'est une partie du déficit public, c'est de la dette. Déficit public qui, je te le rappelle, finance une partie des bénéfices de l'économie. Les déficits des uns sont les bénéfices des autres. Pas de bénéfices sans déficit. Ouais, non mais ça va, j'ai bien en tête cette histoire de boucle, mais pourquoi pas choisir d'augmenter certaines taxes qui sont dans la liste de ce qui finance la protection sociale en direct, plutôt que de garder ce truc flou de contribution publique? Eh bien parce que quand c'est flou, c'est plus facile à faire passer. Pas besoin de négocier avec tel ou tel syndicat. Et puis on peut aussi transformer ça en argument politique. On peut par exemple dire qu'il y a un trou de la sécu, ou un trou de la protection sociale, un excès chronique de dépenses. On va dire que la tirelire de la protection sociale dépend de celle de l'État, qu'elle n'est pas autonome. Donc il faut réduire les dépenses et faire des réformes, alors qu'en fait c'est le gouvernement lui-même qui décide de la manière dont est financée telle ou telle tirelire. Ah ouais, tu organises des transferts entre tirelires pour faire croire qu'il y en a une qui est mal gérée. Ah, les petits malins. Continuons. 7% vient des cotisations imputées. Ça, ce sont les pensions versées par l'État aux fonctionnaires. En fait, tous les retraités de la fonction publique touchent une pension qui prend la forme d'un salaire. L'État continue de les payer, en fait. C'est du salaire retraite. Donc ça vient directement de la tirelire de l'État. Les pensions des fonctionnaires font partie du budget de l'État au même titre que les salaires des fonctionnaires. Ah ouais, c'est bizarre. Tu vas voir qu'en fait non. Pour la suite, je détaille pas parce qu'on a déjà 80% du total. Si on essaye d'agréger un peu tout ça, il y a 37% qui vient des cotisations payées par les entreprises, 20% qui vient des cotisations payées par les actifs, ceux qui ont un emploi, 20% qui vient des particuliers en général, par le biais des taxes sur la consommation, la CSG, une partie des impôts sur le revenu et sur le patrimoine, et puis 23% dilués dans la masse, c'est tout ce qui vient de la tirelire de l'État. On ne sait pas précisément qui contribue à ça parce que c'est réparti dans les différents revenus de l'État, mais quand même, vu que 70% de ces revenus, c'est la TVA et l'impôt sur le revenu, il faut garder à l'esprit que c'est plutôt supporté par les particuliers et les travailleurs et moins par les entreprises. Maintenant, voilà comment cette répartition a évolué au cours du temps. Ok, donc en fait, toute la partie qui vise directement les particuliers est assez récente, quoi. Avant, tout était financé soit par l'activité des entreprises en direct via les cotisations patronales et salariales, soit par le mix de tous les impôts. Exactement. Cette nouvelle forme de financement répond à une idéologie politique et économique. L'idée est avant tout de réduire les charges sociales, c'est-à-dire le coût du travail, pour réduire le chômage. En gros, il faut virer les cotisations sociales pour que les entreprises ressentent moins le coût du travail et embauchent plus. Donc pour compenser ces réductions de charges, essentiellement sur les bas salaires, tous les salaires en dessous de 1,6 SMIC bénéficient d'allègements de cotisations, ou pour empêcher les augmentations de cotisations, parce que comme tu peux le voir, le budget de la protection sociale a bien grimpé, il a doublé en 60 ans, eh bien on fait de plus en plus financer la protection sociale par les particuliers. Cette nouvelle manière de financer la protection sociale, qui s'est mise en place petit à petit dans les années 90, s'est imposée notamment parce que le modèle économique orthodoxe dit que seule une baisse des salaires peut provoquer une baisse du chômage. Et on a déjà fait une vidéo pour expliquer comment fonctionne ce modèle, allez, on va dire, discutable. Donc, on ne veut pas faire augmenter les dépenses/revenus de la protection sociale parce que l'idéologie politique et économique dominante est de diminuer les charges qui, soi-disant, pèsent sur le travail. Donc on ne veut pas augmenter les cotisations patronales et salariales. D'un autre côté, les particuliers ne veulent pas être taxés davantage, car leur part dans le financement n'a fait qu'augmenter depuis les années 90. Et il faut bien comprendre que tout ce qui se finance par la CSG, ce sont en partie des revenus en moins pour les chômeurs et les retraités, qui sont supposés bénéficier de cette protection sociale. Il y a aussi dans ce refus sûrement une méconnaissance du fonctionnement du système.
Les gens ne comprennent pas que tous les prélèvements qui alimentent la tirelire de la protection sociale leur sont reversés sous forme d'aides diverses, d'accès gratuit aux soins, etc. Et enfin, la dernière partie du financement vient de la tirelire de l'État. Dans ce dernier cas, si on veut augmenter le budget de la protection sociale, soit ce sont d'autres taxes qu'il faudra augmenter, Putain, si on pouvait éviter cette merde d'évasion fiscale des entreprises quand même. soit il faudrait augmenter le déficit public. Ah, ça par contre, c'est sûr que ça va pas passer. Mais tous ces refus sont politiques, pas techniques. Toutes ces méthodes de financement sont utilisables. Il n'y a rien qui dit que les dépenses / revenus de la protection sociale, qu'il s'agisse des retraites ou du reste, doivent être plafonnés à 32% du PIB. Ok, donc en fait, je crois que je capte. La question c'est, est-ce qu'on veut toujours partir à la retraite à 62 ans ou même avant? Et si oui, qui est-ce qu'on prélève pour y arriver? Est-ce que ça aurait du sens, par exemple, d'utiliser la création monétaire? Et finalement, c'est pareil pour tout ce qui est géré par la protection sociale. Genre, le personnel hospitalier qui galère, on pourrait taxer un truc qu'on trouve moins utile qu'eux pour pouvoir les revaloriser. Genre, par exemple... Par exemple, les transactions financières sur les marchés financiers, plus précisément sur le marché de l'occasion, celui qui finance pas l'économie réelle. Ah ouais, il doit y avoir largement assez pour financer à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. Bon, faudrait regarder en détail, mais oui, clairement, il y a de quoi faire. Bref, c'est pas une question de technique dans le sens il n'y a pas le choix, il y a un trou, faut couper. C'est un choix technique dans le sens il y a plein de possibilités et il faut discuter de celles qu'on préfère. Mais il n'y a pas d'obligation de forcément tout voir par le biais de la réduction des dépenses, qui encore une fois sont aussi des revenus.